à ce webinaire qui s'intitule Comment s'apaiser lorsqu'on perd ses repères. Le contenu de cette présentation a été fait en collaboration avec mes collègues Lucie Legault et Chantal Toupin. Donc, les objectifs de la présentation, évidemment, dans ce contexte qu'on peut qualifier hors commun, c'est essentiel d'arriver à voir comment, en fait, comprendre ce qui nous arrive à l'échelle humaine et identifier des pratiques adaptatives personnelles et collectives qui sont favorables à notre santé psychologique. Nos repères, parce que vous serez d'accord qu'ils ont été bien malmenés, nos repères, au cours des dernières semaines. Donc, on peut se questionner comment peut-on les retrouver, ces repères. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'en toute situation, la santé psychologique d'un humain, en fait, dépend de la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Donc, pour tout être humain, il y a 4 besoins fondamentaux qui sont la sécurité physique et psychologique, l'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'affiliation. Je vais revenir sur le besoin de sécurité plus en profondeur parce que c'est vraiment celui qui nous interpelle davantage. Qu'est-ce qu'on entend par sentiment, le besoin d'autonomie? En fait, c'est le besoin de se sentir libre et en accord avec nos valeurs. Le besoin de compétence, c'est le besoin de se sentir efficace, compétent. Et le besoin d'affiliation, c'est d'œuvrer dans un climat de travail sain et productif. C'est certain que parmi vous, certains sont peut-être en télétravail, certains sont peut-être aussi dans le réseau, sur le plancher, au front, avec la clientèle qui est à risque. Donc, c'est sûr qu'en fonction de votre situation, les repères en lien avec ce besoin-là peuvent différer. C'est la raison pour laquelle je préfère qu'on s'arrête surtout à notre besoin de sécurité physique et psychologique parce que c'est vraiment celui-là qui nous interpelle. Pour les besoins d'autonomie, compétence et affiliation, je tiens à mentionner que si vous souhaitez en savoir davantage, il y a le professeur Jacques Forêt qui a fait beaucoup de documentation reliée à ces 3 besoins fondamentaux. Donc, puisqu'on dit que c'est surtout le besoin de sécurité qui nous interpelle, évidemment, nos repères sont en transformation et notre besoin de sécurité est affecté. Notre besoin de sécurité physique et psychologique. Physique, bien évidemment, compte tenu qu'il s'agit d'un virus qu'on ne souhaite pas avoir, qu'on ne souhaite pas propager, ça interpelle grandement notre besoin de sécurité physique. Et plus tard, on verra concernant notre besoin de sécurité psychologique, quels peuvent être les facteurs de protection. Face à ce contexte où nos repères sont malmenés, où est-ce qu'il n'y a plus rien qui, je dirais pas plus rien, mais beaucoup de ce qu'on faisait il y a quelques semaines a été modifié. On a dû, en fait, modifier notre routine. Alors, ce que ça nous amène, en fait, évidemment, tout le monde peut sentir un niveau de stress. D'ailleurs, le premier ministre l'a bien mentionné, si vous avez écouté le point de presse de 13 heures, tout le monde, en fait, on se sent stressé. On peut tous qualifier nos journées de plus ou moins stressantes. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un niveau de stress dans les circonstances qu'on pourra qualifier, entre guillemets, de normal. Un niveau de stress élevé, la référence que je peux faire, c'est quand les gens se sont précipités dans les supermarchés, dans les magasins pour faire la provision de papier hygiénique, faire provision de canage. Et en fait, c'est même mondial, ce phénomène. Certains chercheurs se sont intéressés à la question. Puis en fait, ce qui a été nommé, c'est que les rouleaux de papier hygiénique, ça prend beaucoup de place, hein? Ça remplit assez rapidement un panier à l'épicerie et ça peut être très confortant lorsqu'on a dans la maison nos placards qui sont remplis. Puis évidemment, les gens, ils se disent, si j'ai plus de rouleaux de papier de toilette, là, c'est vraiment, je me retrouve dans une situation assez complexe. Donc, ça peut expliquer. Le niveau de stress trop bas, en fait, lui, il est assez dangereux parce que les gens qui ne sont pas assez stressés, les gens qui se disent, moi, ça ne m'inquiète pas, je trouve que les mesures qui sont mises en place,
c'est exagéré. C'est inquiétant parce que ça ne les amène pas à avoir le niveau de vigilance qu'on souhaite pour ne pas contracter le virus et surtout ne pas le propager. Alors, là où on veut être, c'est un niveau de stress qui se veut normal dans les circonstances, qui nous permet tout de même de continuer à fonctionner. Comment on peut arriver à un niveau de stress normal? Mais ça va être, en fait, selon l'interprétation qu'on va faire de la situation. C'est toute notre capacité de s'adapter à la situation. Donc, quels sont les moyens à notre disposition pour y répondre? Pour réduire notre anxiété, ça va être important de maintenir une routine quotidienne. Même si on est en télétravail, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même maintenir ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce qui a changé, mais qu'est-ce qu'on peut maintenir dans cette routine? Ça va être aussi de prévoir des activités pour se mettre en action, doser les informations, s'en tenir aux sources d'informations qui sont fiables, comme le point de presse, par exemple, reconnaître les faits aussi qui sont positifs, les bonnes nouvelles. C'est certain que les médias ont tendance à nous présenter des nouvelles, je ne veux pas généraliser, là, je ne dirais pas qu'ils ont tendance, mais certains médias pourront présenter, selon les titres, une façon de rendre la situation plus catastrophique qu'elle ne l'est. Donc, de choisir les bonnes façons de s'informer est important. Se faire plaisir, réaliser une activité qui peut être source de réconfort. Se rappeler aussi ce sur quoi nous avons du contrôle et ce sur quoi on n'a pas de contrôle, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre ou qui va faciliter notre capacité d'adaptation, de se dire, bien, il y a des choses, même si je le voudrais, même si je le souhaitais, je ne peux pas, compte tenu des circonstances, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'un ensemble de phénomènes. Donc, de s'intéresser à ce sur quoi on a du contrôle. Et vous pouvez ici, au travers de cette image qui a été produite par le Collège d'Antique, identifier en fait qu'est-ce qui justement peut vous permettre d'avoir du contrôle et les éléments sur lesquels vous n'en avez pas. Donc, ça aide à s'arrêter sur où je dois lâcher prise et au contraire, sur quoi je dois me concentrer pour finalement avoir le sentiment de contrôle. Donc, je ne vais pas vous les nommer, vous avez la présentation. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter à les éléments sur lesquels on peut avoir du contrôle. Mon attitude positive, par exemple, c'est certain que la façon dont je vais interpréter la situation aura aussi une grande influence sur comment je vais me sentir. Donc, pour réduire les petits mots de vente qu'on peut avoir au quotidien, ça va être important aussi de voir comment on s'adapte à la situation et comment on l'interprète. Ma patience et ma bienveillance envers moi-même, mais aussi envers les autres. On est dans une situation où on est confiné à la maison. Alors, ça demande davantage d'indulgence envers soi-même et envers les autres. Si, par exemple, le tube de pâte dentifrice n'est pas roulé de la même façon, on s'y arrêtera à un autre moment. Les choix d'activités qu'on fait aussi, des activités qui nous font du bien, de partager l'info, mais pas le virus, mon utilisation des médias sociaux, les utiliser, mais à bon escient. Bien entendu, mon obéissance face aux recommandations, là où on a une grande capacité de contrôle et un sentiment aussi de contribuer, c'est justement de faire ce que nos dirigeants gouvernementaux nous demandent de faire. Et mon hygiène de vie, ma distanciation sociale, mon dosage d'informations, ma consommation d'écran et de substances, évidemment, consommer l'écran de façon réfléchie et la même chose, évidemment, hier on a vu les gens se précipiter à la SAQ lorsqu'on ne savait pas si elle allait demeurer ouverte. Donc, on voit que parfois, ça peut nous inciter à vouloir tempérer notre stress de différentes façons. Donc, pour ceux qui sont au front, pour ceux qui sont en fait avec la clientèle, c'est certain qu'il peut y avoir un sentiment de peur de contracter le virus, peur de manquer de matériel. On nous a rassuré encore une fois au point de presse cet après-midi qu'il y avait du matériel pour tout le monde.
peut-être que la façon dont on en dispose est différente d'un endroit à un autre. Mais pour réduire ce sentiment de peur, ce qui va être important, c'est de respecter toutes les mesures de précaution qui sont demandées pour soi et pour rassurer les autres en même temps. Au travail, quelles sont les consignes, quels sont les protocoles à mettre en place. Donc, le respect de ces protocoles est fondamental dans des situations où on craint, où on a peur pour notre santé, notre sécurité. Entraider aussi entre collègues, se souvenir, c'est ce qui va faire la différence lorsqu'on a des moments plus difficiles à traverser. Instaurer une communication claire, prévoir des réunions qui peuvent être virtuelles, s'informer aussi aux besoins, de ne pas demeurer dans le doute, consulter des sources sûres, que ce soit à l'interne ou à l'externe, faire attention aux collègues qui, par exemple, peuvent dire « As-tu entendu parler d'eux? » etc., etc. Bon, là, les prochaines diapos visent davantage les gestionnaires dans ces situations de gestion en temps de crise. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, pour les gestionnaires, l'absence de communication peut être assez difficile, assez, je dirais, amener des problèmes. C'est important pour éviter, pour rassurer le personnel, de diffuser régulièrement des rapports d'étape. Où on en est, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, recueillez périodiquement les réactions des gens. Soyez ouverts aux commentaires et efforcez-vous aussi d'y donner suite. Décelez rapidement les difficultés rencontrées et intervenir. Justement, encore une fois, pour rassurer le personnel. Dotez-vous d'un mécanisme de rétroaction rapide pour transmettre ou corriger certaines informations au bon moment, avant l'apparition des rumeurs, avant que des personnes concernées n'apprennent justement la nouvelle par le biais des médias. Soyez francs, c'est-à-dire montrer la situation telle qu'elle est et ce qui progresse, ce qui stagne, ce qui s'en vient. Ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore, ça ne veut pas dire que vous devez avoir toutes les informations, mais à tout le moins de dire ce que vous savez et d'être honnête, d'être authentique. Ce que vous ne savez pas, bien, le mentionner et de dire à quel moment vous pourrez possiblement obtenir l'information. Le but est toujours, encore une fois, de rassurer les gens. Si les gens sentent qu'ils peuvent faire confiance à leurs collègues, à leurs gestionnaires, c'est ça aussi qui va contribuer à réduire la peur, mais à renforcer aussi le travail d'équipe, le soutien. Exprimez clairement votre opinion et vos attentes, et ce, régulièrement tout au long du processus d'adaptation à cette situation de crise. Mettez en valeur les gains et les opportunités qui sont à retirer aussi de cette situation-là. Reconnaissez les efforts, félicitez, encouragez, surtout dans le contexte actuel. Maintenant, des exemples de soutien psychologique, encore une fois, ça va être de reconnaître les efforts fournis, les bons coups, être présent sur le terrain pour rassurer les personnes, augmenter le nombre de consultations, si possible, au PAE, organiser aussi des rencontres de dédramatisation, offrir des activités de formation sur la gestion du stress, instaurer des groupes de soutien et d'échange, et bien évidemment, pensez à bien prendre soin de vous parce que pour bien prendre soin des autres, il faut aussi penser à prendre soin de soi pour être capable d'identifier les besoins de ceux qu'on a à superviser. Donc, quelles sont les solutions? Évidemment, procéder à la panique, éviter de se projeter dans des scénarios catastrophes, éviter les pensées négatives, limiter les sources d'information, se limiter, encore une fois, aux sources qui sont fiables, c'est démontrer que s'informer en continu peut favoriser la panique. En santé et sécurité du travail, pour faire la prévention des événements accidentels, on s'arrête à deux critères bien objectifs qui sont la probabilité et la gravité. Donc, ça peut aussi être important justement pour résoudre notre sentiment de peur, se poser la question,
quelle est la probabilité, par exemple, que je contracte le virus et quelle est la gravité si jamais je le contracte le virus? On sait quand même que le taux de mortalité, il est bas. On parle de 4 actuellement au Québec et on sait aussi que ça touche surtout une population qui présente déjà une fragilité au niveau de leur système immunitaire. Donc, ça permet de relativiser le niveau de dangerosité. Maintenant, pour agir sur les facteurs de protection, il y a des moyens. Soutenir les autres et obtenir le soutien de notre entourage. Briser l'isolement à l'aide de la technologie du téléphone. Il faut se rappeler qu'il existe encore le téléphone. Si on veut venir en aide à une personne âgée pour briser son isolement, ben peut-être qu'avec le téléphone, ça va être plus pratique pour cette personne. Maintenir de santé physique, on peut encore aller dehors, donc les journées où on peut se le permettre, il ne faut pas hésiter. Pratiquer une activité relaxante, ça peut être de faire des arts, du yoga, de la méditation. Bien s'alimenter, les épiceries demeurent ouvertes. En soirée, ben, ça va être important aussi de se distraire, de ne pas écouter des émissions qui vont augmenter notre niveau de stress ou d'écouter des informations associées à la situation actuelle qui vont, encore une fois, faire augmenter notre niveau de stress. Et, bien entendu, si c'est nécessaire, aller chercher de l'aide professionnelle. Donc, il y a un dicton qui dit tous pour un pour tous, ça n'a jamais été aussi vrai dans le contexte actuel. Il faut respecter les efforts collectifs demandés, les mesures de protection recommandées. Quand on sent qu'on n'a pas le sentiment de contrôle, justement, en étant solidaire des actions demandées, c'est ce qui nous permet aussi de réduire notre stress, de dire, ben moi aussi, évidemment, je fais ma part, et si tout le monde fait sa part, c'est ce qui va nous permettre de se sortir plus rapidement et plus facilement de cette situation de crise que l'on connaît. Participer donc au mouvement de solidarité, faire sa part pour aider quelqu'un d'autre. Les organismes communautaires actuellement aussi vivent une période plus difficile. Donc, si on peut d'une façon ou d'une autre leur venir en aide, ça peut être une façon aussi de réduire notre stress. Je vous ai mis des ressources et des liens qui sont très utiles et pertinents. Vous avez celui de Sonia Lupien. Il y a plusieurs articles très intéressants qu'elle a mis justement en lien avec le COVID-19, des 10 signes qu'on est stressé, l'arrivée de la colère spontanée, la cause de l'adaptation, et elle en met à tous les jours. Vous avez aussi le site Internet de l'Ordre des psychologues du Québec qui comprend une section aussi pour reconnaître notre stress, comment y faire face, différents moyens. Il y a un document très intéressant. Le site Internet de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et bien entendu votre programme d'aide aux employés aux besoins ainsi que vos assurances collectives. Alors, ça nous amène déjà à la période de questions. Est-ce que, par rapport à ce qui a été mentionné, est-ce que certains d'entre vous avaient des questions? Je veux juste ajouter une chose, Valérie. Les éléments que j'ai mis sur la question de gérer humainement les changements, c'est associé à un contenu qui est une fiche technique. Je pense qu'on vous l'a mis dans les fichiers à télécharger. Donc, si vous souhaitez compléter l'information par rapport à ces aspects, vous pourrez justement télécharger la fiche et voir les autres éléments qui sont en lien avec cette gestion du changement. Alors, comme on l'a pratiqué au début de la présentation, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à prendre le petit outil texte en bas et à cliquer dans la diapo directement ou clavarder, ou pour ceux qui sont au téléphone, mais ça ne peut être que pour ceux qui sont au téléphone, sinon vous pouvez aussi lever la main et à ce moment-là, je pourrai ouvrir vos micros. Alors, on a Marie-Claude Letellier qui dit comment concilier le fait, comment concilier le fait qu'on nous assure qu'il y a assez de matériel avec ce qui est dit sur les lieux de travail dans certains situs, etc., où l'on restreint l'accès en raison de pénurie.
Oui, ben, la question a été posée justement au premier ministre cet après-midi. Et en fait, ce qu'on entend, c'est qu'il y a certains milieux où il n'y aurait pas suffisamment de matériel, alors que la ministre de la Santé, Dr. McCann, rappelle que oui, elle s'informe à tous les jours et normalement, il y a du matériel en quantité suffisante pour tous. Donc moi, c'est certain que je ne suis pas en mesure de donner une explication à la situation. Je ne sais pas s'il y a des protocoles d'utilisation différents d'un endroit à un autre. Chose certaine, c'est que si vous êtes dans le doute, ce qui est important de faire, c'est de vérifier auprès des personnes en autorité compétentes sur la question pour obtenir la bonne réponse. Parce que comme je disais tantôt, c'est souvent quand on est dans le doute que la peur peut s'amplifier. On peut se mettre à penser à différents scénarios et c'est là que le sentiment de panique aussi peut s'installer. Mais quand on a besoin d'être rassuré, s'informer auprès de gens à savoir est-ce qu'on va avoir suffisamment de matériel. Je sais aussi que, pour avoir entendu ça dans les informations ce matin, qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été prises justement avec le personnel qui n'avait pas l'autorisation de porter des masques parce qu'il n'était pas censé être avec une clientèle qui avait les symptômes, mais encore une fois, on a changé ce protocole justement pour hausser le sentiment de sécurité de ces soignants. Ils ont maintenant l'autorisation d'avoir un masque. Donc, c'est des éléments comme ceux-là aussi qu'on peut aller chercher à ce type d'informations pour nous rassurer sur la question. Alors, d'autres questions, ou dans le clavardage, ou directement en tapant sur la diapo, ou en levant la main, en appuyant sur la petite main en haut à gauche pour demander la parole si vous êtes au téléphone ou que vous savez bien manipuler le micro de votre ordinateur. Donc, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Je vais aussi vous mentionner, il y a... si vous avez Madame Chenard, là, qui vient de nous écrire. Merci pour la présentation. Avez-vous quelques références pour l'instauration de groupes de soutien et d'échange en termes de modalités? Qui le fait, qui assiste, comment on l'anime, etc. Exemple, but d'écoute, d'échange et de solutions partagées pour se gérer et référencement. Formule virtuelle vu la distanciation. On a les lignes téléphoniques, mais le soutien social en personne demeure un besoin. Merci. En fait, je vais y aller question par question dans vos notes. Donc, avez-vous quelques références pour l'instauration de groupes de soutien et d'échange en termes de modalités? Qui le fait et qui assiste? En fait, ces groupes-là sont souvent faits sur une base volontaire. Donc, il y a une personne qui va se nommer comme étant, par exemple, pour créer le groupe, en faire l'animation, mais ça peut même être fait de façon ponctuelle. C'est-à-dire, quand on va dans une équipe de travail qui a de la peur, de la crainte, on peut profiter, par exemple, de la réunion d'équipe qui se fait avec notre gestionnaire pour prendre 5 minutes, justement, concernant les questions qui nous préoccupent. Si c'est en télétravail, ça se fait de la même façon. On peut aujourd'hui, virtuellement, que ce soit avec une plateforme VIA comme on a actuellement ou par Skype, créer un tel groupe. Puis, si on veut le prévoir à l'avance, les gens ils peuvent soumettre à l'avance les points sur lesquels ils aimeraient discuter. Donc, il y a un partage qui se fait sur les préoccupations. Et puis, chacun aussi peut contribuer à apporter son point de vue. C'est certain que ces échanges-là, ils vont aussi, tantôt je vous parlais du sentiment d'affiliation sociale, ça peut fortement contribuer au sentiment d'affiliation sociale quand aussi on voit que nos collègues sont préoccupés de la même façon que nous, que c'est un sentiment qui est partagé,
puis que les mesures qui vont être mises en place vont viser la solidarité de tous et chacun pour que le travail puisse continuer à bien se faire dans les conditions qui nous permettent aussi de le faire. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a Madame Lavoie, y aura-t-il des capsules disponibles pour partager ce contenu? En fait, notre première étape avec l'équipe de santé psychologique, c'était de présenter ce webinaire, mais oui, on vise à ce que justement des capsules soient faites à partir soit de ce contenu ou d'autres contenus qui sont en lien avec ce qui a été discuté dans ce webinaire. Ça peut aussi faciliter pour certains l'accès à ces informations quand c'est par exemple des capsules de 2-3 minutes. Oui, quand on fait disponible. Oui, excuse-moi, je rajoute juste que ce webinaire d'ici à peu près 1 heure et demie après sa diffusion, sera disponible sur notre site web pour visionnement pendant 1 an. Donc, si j'ai votre adresse courriel, je pourrais vous envoyer le lien. Sinon, en allant sur notre site, dès le bandeau sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer soit sur webinaire à venir, soit sur l'onglet Tout savoir sur le COVID-19. Là, vous aurez accès à toute la liste de nos webinaires, ceux qui sont programmés pour les prochains jours et les prochaines semaines, mais également tous ceux qu'on a déjà diffusés, donc dont celui-ci, et que vous pouvez visionner en ligne et éventuellement transmettre à vos pairs ou à vos connaissances. Donc, Mme Lavoie demande quand est-ce que les capsules vont être disponibles. Écoutez, je vous dirais, surveillez notre site web parce que dès qu'elles vont être disponibles, on va les mettre en ligne. Mais on vise que ce soit dans les prochains jours. Pas d'autres questions, pas de main levée. Pour beaucoup Juste d'entre vous, vous êtes inscrits spontanément, là, comme on l'avait espéré, ce qui veut dire que je n'ai pas votre adresse courriel. Donc, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou si vous souhaitez recevoir par courriel la présentation ou la fiche technique sur la gestion du changement dont parlait Josiane, écrivez-moi un petit mot pour me demander de vous les envoyer. Donc, vous pouvez écrire à VEME, comme Valérie M, donc VEME, à commercial@astas.qc.ca. Envoyez-moi simplement un petit mot pour que j'ai votre adresse courriel et je vous ferai parvenir les documents dans les heures qui suivent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Il y a des gens qui me remercient, mais je vous retourne ce compliment. Et je tiens aussi, tantôt ce que j'allais dire en fait, c'est que si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Tout le monde en parle dimanche soir, il y a eu la docteure Pascale Brion qui a fait une entrevue à Tout le monde en parle qui était vraiment intéressante, où elle a expliqué aussi là, les motifs qui peuvent expliquer notre stress. Donc, je vous invite à le revoir si c'est possible pour vous. Puis bon, ça n'a jamais été aussi vrai d'être solidaires ensemble en ce moment. Puis, pour que le premier ministre le répète à maintes reprises à son point de presse à 13h, on est stressé, vous êtes stressé, c'est normal, on n'a jamais connu cette période de crise. On dit au niveau peut-être mondial, tout en même temps. Le docteur Horacio Arruda aussi l'a répété hier, c'est normal d'être stressé, mais la meilleure réaction qu'on a à faire, c'est vraiment de suivre les recommandations. C'est ce qui va nous permettre de passer plus rapidement et plus facilement au travers de cette crise. Et en terminant, n'hésitez pas à consulter si vous éprouvez des sentiments ou est-ce que votre stress augmente,
Il y a le site aussi du gouvernement en lien avec le COVID-19 qui présente des informations associées au stress. Donc, comment les gérer, comment y faire face. Il y a différentes références à notre disposition. Je pense que c'est le moment de les utiliser. Puis, évidemment, à la SAS, on est disponible pour toute question en lien avec cette situation. N'hésitez pas à nous joindre à tout moment. Donc, merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et des autres. Ensemble, on va réussir. Merci. Au revoir.